Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Stéphane Bou, Head of Social Media chez Dassault Systèmes. Avec une solide expérience dans le domaine du digital et des réseaux sociaux, Jean-Stéphane pilote la stratégie social media d'un groupe reconnu mondialement pour son expertise en ingénierie et en innovation et souvent cité comme la marque préférée des ingénieurs. Dans cet échange, on va découvrir comment le social listening est devenu un outil clé pour Dassault Systèmes, d'abord pour gérer les crises, puis pour mieux comprendre leur audience et affiner leur communication. Je vous souhaite un bon visionnage et surtout, pensez à vous abonner et liker la vidéo si cet épisode vous a plu. Bonjour Jean-Stéphane. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Première question, c'est quoi le social listening chez Dassault Systèmes? Alors juste ça comme question. Ouais. Alors je dirais que pour nous, c'est une démarche qui est quand même assez récente. Même si le social listening existe depuis un certain temps, on est conscient de cette problématique. On sait que ça existe. Je pense que comme plein de marques, on s'est posé un peu la question de comment l'utiliser, à quoi il peut nous servir, quelles sont les étapes nécessaires pour le mettre en œuvre chez nous. Je pense que c'est un formidable outil pour comprendre en fait ce qui se dit sur nous. Aujourd'hui, c'est l'utilisation première qu'on fait du social listening chez Dassault Systèmes. C'est vraiment pour faire de l'écoute réputationnelle, mais ça peut avoir plein d'autres champs d'application. Ça pourrait nous permettre par exemple d'écouter des feedbacks sur nos produits, typiquement. Ça, c'est aussi une application qui pourrait permettre, par exemple, à la R&D de développer des produits en prenant en compte en fait, le ressenti des utilisateurs. Ça peut être aussi une manière de concevoir nos contenus différemment. Peut-être que les gens veulent qu'on parle de certains sujets ou ils ont en tête des sujets qu'aujourd'hui on ne couvre pas. Ça, je pense que c'est aussi un peu quelque chose qui peut inverser un peu le rapport de force entre aujourd'hui la manière dont les marques communiquent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de marques, elles ont tendance à voir les réseaux sociaux comme un média plus que quelque chose qui est vraiment à deux sens. Et je pense que le social listening, c'est quelque chose qui nous permet justement d'avoir un peu ce miroir en fait et de comprendre quelles sont les attentes en fait des gens quand ils parlent de notre marque ou des marques en général. Il y a eu un élément déclencheur où vous vous êtes dit tiens, maintenant faut s'y mettre entre guillemets, ou comment c'est venu finalement sur Oui, sur alors ça. pour nous, pardon, l'élément déclencheur, ça a été les sujets de crise. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre en fait la viralité de certains posts, comprendre comment le message se disperse, en fait, comment il est disséminé, et de comprendre en fait les facteurs qui font qu'un post devient viral et peut engendrer en fait un bouche à oreille négatif. Donc pour nous, ça a été un besoin de s'y mettre assez rapidement quand on peut avoir quelques sujets sensibles et de mesurer en fait la dispersion d'un message et sa reprise par différentes communautés en fait. Et on se rend compte que quand on utilise des outils qui sont assez puissants, on est capable de comprendre la diffusion d'un message, de savoir quels sont les relais en fait, d'influence au sein d'une communauté. Et après, d'être capable d'aller adresser cette crise en étant un petit peu mieux armé, mieux équipé. Donc c'est surtout ça l'enjeu qui a déclenché en fait, cette démarche-là. Ça ressemble à quoi à peu près une crise pour Dassault Systèmes sur les réseaux sociaux? Quelle thématique? Alors nous, on a la chance, la chance. Je dirais, moi, je suis patron des réseaux sociaux chez Dassault Systèmes, donc j'ai envie que ma marque soit la plus connue possible, bien entendu. Donc ça peut paraître un peu paradoxal, mais on reste quand même une marque qui est plutôt B2B et donc qui n'est pas forcément aujourd'hui implantée dans l'inconscient collectif où tout le monde va connaître la marque. On n'est pas dans cette configuration-là. Un peu quand même avec des SolidWorks ou des trucs comme ça. Oui, alors c'est des solutions qui sont un peu plus mainstream et qui sont un peu plus connues, mais quand même sur des cibles ingénieurs plutôt. Donc effectivement, si vous demandez à un ingénieur, est-ce que tu connais SolidWorks? Oui, pour eux c'est l'équivalent de Photoshop dans l'ingénierie, donc ils connaissent bien. En revanche, ils ne connaissent pas forcément la marque mère qui est donc Dassault Systèmes, qui détient donc du coup cette solution. Et ils n'associent pas nécessairement le SolidWorks à 100% à Dassault Systèmes. D'ailleurs, c'est un travail qu'on a à faire pour justement créer davantage cette association entre nos marques filles, qui sont très puissantes, et la marque mère. Et donc, les crises qu'on peut rencontrer, ça va être vraiment de plein d'ordres différents. Ça peut être d'ordre géopolitique, par exemple. Ça peut être, si par exemple, j'en sais rien, le logiciel ne fonctionne pas. Voilà, comme n'importe quel éditeur logiciel, on peut rencontrer ce type de problème. On peut être amené aussi à avoir des considérations de cybersécurité. Donc, il faut qu'on soit vigilant
sur le sujet, être capable de remonter très vite quand en fait on voit des choses qui remontent par les réseaux ou par la presse, en fait, en tout cas en digital. Ok. Donc vous êtes rentré dans le social listening par le côté un peu crise communicationnelle. Et finalement, l'utilisation que vous en faites tous les jours, c'est plutôt aller chercher de l'insight, du retour utilisateur, du retour des consommateurs, et pouvoir en fait, pourquoi pas être force de proposition à d'autres départements de l'entreprise grâce à cette veille et cette analyse qui est faite. Qui est finalement un peu deux verticales un peu différentes quand même. Mhm. Nous, aujourd'hui, pour être vraiment transparent, on est vraiment sur une dimension réputationnelle. Donc, on veut savoir à un instant T ce qui est dit sur notre marque, quels sont les sujets qui vont cristalliser la conversation autour de la marque. Parfois, on est capable aussi de se dire, il y a peut-être un gap entre les sujets sur lesquels on aimerait être référencé et les sujets sur lesquels les gens parlent en fait quand ils évoquent la marque mère d'Assosystem. Donc ça aussi, ça nous permet de travailler ce mapping-là et de voir un peu là où on doit accentuer un petit peu les efforts, en fait, parce qu'on se rend compte que notre communication, soit elle n'est pas assez efficace sur un sujet, soit les gens nous perçoivent de toute façon pas du tout. Donc ça peut passer par ajouter du paid, par exemple, sur certains sujets pour donner un peu plus de portée et créer un peu plus d'association d'idées entre une thématique. Je peux dire par exemple AI, typiquement, aujourd'hui, est-ce que c'est un thème que vous allez associer à Dassault Systèmes? Peut-être que oui, peut-être que non. Et du coup, nous, on a besoin de factualiser en fait quelle est l'association en fait dans la tête de nos audiences en fait. Et ça, en fait, ça permet de venir avec des chiffres, de la data et d'avoir tout de suite une conversation qui va être beaucoup plus factuelle que juste un simple ressenti et se dire ah ben tiens, j'ai l'impression que on nous associe bien à AI. En fait, là, j'ai de la data qui me permet de le factualiser et qui me permet de dire oui ou non en fait. Tu as participé au choix des outils? C'est toi qui... Non, alors Non. ça c'est vraiment exclusivement la R&D qui travaille. Attends, juste quand tu dis les outils, tu parles des outils de Dassault Systèmes? Non. Ok. Tu as participé au choix des Ah oui, outils des de social solutions. listening? Oui, bien sûr. Donc, comme toute grande société, on fait des appels d'offres, on mesure différentes solutions, on regarde un petit peu comment elles fonctionnent, est-ce qu'ils couvrent un certain nombre de channels, et on regarde à chaque fois, on se dit, est-ce que ça nous satisfait ou pas. On regarde aussi en fonction des coûts, forcément, comme toute solution, mais on est vraiment partie prenante du choix, en tout cas sur la solution qu'on va utiliser. Et moi, Sachant que c'est nous qui la manipulons au quotidien. moi, ça m'intéresse énormément parce que finalement, donc si je caricature un peu, le social listening est plutôt récent, même si ça fait quelques temps déjà que vous Oui. l'utilisez. C'est quoi qui fait la différence lors de l'implémentation du premier outil? De la première solution de listening? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi ou pour tes équipes? Alors déjà, c'est d'avoir Nous, on a donc une solution de social media management qui embarque vraiment plusieurs briques. Donc on fait aussi bien du publishing avec, que du reporting, que du social listening. Donc c'était aussi ça, c'est de ne pas démultiplier trop les outils parce que, mine de rien, pour les personnes qui analysent ou les personnes qui publient, ça fait beaucoup de switch à faire en fait au sein d'une même journée. On essaye d'éviter au maximum. Donc on essaye de garder les choses dans un environnement où les modules sont interconnectés les uns avec les autres. Donc ça, je dirais que ça oriente un petit peu le choix. Il y a des solutions qui se font un peu référence en matière de social listening. Aucune solution n'est parfaite. Je pense que ça, si on demande à n'importe quelle personne qui gère des outils de social listening, ils seront d'accord pour dire que souvent il faut un arsenal de solutions qui sont un peu complémentaires, qui permettent de mapper complètement du social listening. Mais en tout cas, nous, ça a été un peu la brique de départ. C'était se dire, je veux une solution qui soit interconnectée avec les autres, que je puisse aussi interconnecter le publishing avec le listening. Pour nous, c'est important. Et ça, en fait, il n'y a pas tellement de solutions nombreuses sur le marché. Souvent, c'est les gros acteurs. En plus, il y a eu de nombreuses consolidations sur les acteurs du marché qui proposaient ça. Donc, on se retrouve avec un nombre assez limité de plateformes. Et puis après, on peut avoir des besoins un peu plus ponctuels d'écouter certaines sources. Si on veut écouter LinkedIn, par exemple, si on veut écouter TikTok, si on veut écouter Telegram. Enfin, ce sont des solutions qui sont généralement un peu moins écoutées par les grosses solutions. Ok. Donc cette association avec le publishing est hyper important pour vous, et notamment dans la construction un peu de l'équipe. Tu nous disais,
on essaie de faire en sorte que les deux s'enrichissent. La partie publication qui fait son retour d'expérience, mais aussi la partie complètement imbriquée de la partie data qui vient alimenter cette partie publishing. Alors, comment vous avez décidé un peu d'orienter tout ça? Parce que c'est souvent un peu dur de s'y retrouver au milieu de tout ça. Comment ça s'organise? Alors en fait, il y a beaucoup de synergies qui peuvent exister entre la data, le reporting et les équipes qui produisent le contenu. Mais après, ça dépend, je pense aussi de dans quelle mesure on fait réellement du social media ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui ne peuvent pas faire réellement du social media, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette partie social en fait dedans, où en fait ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais c'est pas juste moi qui émets un message, c'est aussi comment est-ce que à l'inverse l'audience me interagit avec moi, émet spontanément aussi des messages. On a la chance, je pense, d'être une marque où il y a beaucoup de user-generated content, donc de contenus qui sont utilisés, enfin qui sont créés par nos utilisateurs, notamment sur SolidWorks. On a beaucoup de gens qui repartagent ce qu'ils créent en fait avec nos logiciels. Et ça, typiquement, c'est un bon exemple de pourquoi en fait du social listening est un outil puissant. Quand on écoute ce que font les gens avec nos solutions, ça nous permet aussi de voir en fait ce que nos utilisateurs font avec nos logiciels et de les mettre en avant. C'est-à-dire que nous, on repartage souvent des designs qui sont créés, par exemple sur SolidWorks, sur Katia, par des ingénieurs en fait. Et en fait, ils sont ravis de voir leur création, alors que nous, on est encore plus ravis de les partager. Parce que quelque part, ça rend notre métier très tangible en fait. On se rend compte vraiment de l'impact que ça a dans le quotidien des gens. Enfin, les gens, ils ont peut-être designé cette lampe qui est juste derrière nous sur SolidWorks. Et en fait, la puissance en fait d'écouter ce qui se dit, c'est d'être capable d'aller au-delà juste de nous, les messages qu'on souhaiterait mettre. Ça peut être reconnaître notre audience, ça peut être aussi trouver des sujets de conversation. Nous, par exemple, on écoute beaucoup ce qui se dit sur des hashtags, en particulier sur Instagram, qui vont être engineering, simulation, pour nous permettre de voir quels sont, par exemple, les memes qui remontent le plus dans la communauté ingé, et derrière, potentiellement, de se réapproprier à notre sauce, en fait, ces memes qui existent et il y en a beaucoup, hein, les ingénieurs ont plein d'humour, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc, du coup, derrière, nous, on se réapproprie ces codes culturels, en fait, tout simplement. Et ça nous permet, du coup, d'être beaucoup plus connectés à qu'est-ce qui anime la conversation, qu'est-ce qui anime, en fait, notre quotidien. Parce que souvent, on a tendance à penser que quand on travaille pour une marque, on est là pour émettre le message de la marque, et c'est complètement décorrélé, en fait, du quotidien. Mais en fait, le social media qui est puissant, il est connecté émotionnellement avec l'audience. Et c'est ça qu'on essaye de créer, notamment via le listening, c'est de chercher en fait qu'est-ce qui est aujourd'hui dans le quotidien de la personne et qu'est-ce qui fait qu'elle souhaite entrer en conversation avec nous. Donc les memes, des fois, ça peut paraître un peu ridicule. On peut se dire, les marques, c'est un moyen très opportuniste de s'intégrer, mais pour nous, c'est pas ça. Pour nous, l'idée, c'est de dire, en fait, on sait que dans votre quotidien aujourd'hui, vous vivez ça, et on a envie de vous montrer qu'on ne vit pas en autarcie dans un monde qui n'est pas connecté avec le vôtre. On crée en fait ce lien émotionnel avec l'audience. Et ça, le social listening permet de le faire en fait. Et souvent, c'est quelque chose qui vient après coup, alors que ça devrait être au cœur en fait d'une stratégie social media. Et ça, justement, c'est, je pense, la puissance en fait aujourd'hui d'écouter ce qui se dit et pas juste être là à émettre sa propre communication. Même si c'est nécessaire et que par moment, il faut quand même le faire. Mais je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Et quand on est venu te voir, on a bien vu qu'il y avait comme tu le dis, en fait, une super synergie entre, enfin peut-être tu veux le détailler, mais des gens qui s'occupent de cette partie très data et insight et remontée d'informations, de veille presque également, avec aussi des community managers ou je sais pas comment, des chargés de contenu qui étaient dédiés à un réseau social. Est-ce que tu peux peut-être un peu pour chaque réseau expliciter ce choix? Nous, on s'est rendu compte assez rapidement que si on voulait vraiment avoir une performance sur les réseaux sociaux, qu'on allait devoir éditorialiser l'utilisation de chacune de nos plateformes. Le cross-posting tel quel d'un post sur Insta, sur LinkedIn, etc., ça ne marche pas. Je pense que voilà, on a tous fait ce constat-là. Et du coup, on s'est dit, comment on va éditorialiser en fait ces différentes plateformes? Qu'est-ce que je peux avoir de différent et comment en fait je différencie mes différentes plateformes?
Et pour ça, en fait, il faut se baser sur de la data. Nous, c'est du test and learn en permanence. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse et de savoir directement qu'est-ce qui va fonctionner avec l'audience. Donc on teste des choses qu'on voit, qu'on repère, en fait, parfois par de l'analyse, parfois aussi par la consommation de contenu que l'on fait nous-mêmes, puisqu'on est nous-mêmes des utilisateurs assez avides de la plateforme. Moi, je passe un temps peut-être un peu trop important sur TikTok, mais ça me permet de me nourrir de qu'est-ce qui aujourd'hui intéresse les gens sur TikTok. Et c'est ça en fait qu'on cherche à faire, c'est comment est-ce que je me mets à la place de mon audience, qu'est-ce qu'elle souhaite voir. Et en fait, quand on fait du reporting ou quand on fait du social listening, ça permet aussi d'avoir plus qu'une intuition, ça permet de se dire que là, j'en sais rien, sur tel sujet, il y a tant de mentions, ça crée tant d'engagement, et donc potentiellement, j'ai intérêt à passer du temps à créer du contenu là-dessus. Nous aussi, ça nous permet de faire des arbitrages parce que le temps des équipes n'est pas infini et on a besoin en fait de regarder concrètement l'efficacité du contenu. Ça, c'est un truc qui est important, je pense, pour tous mes pairs qui travaillent dans le social media. C'est concrètement, si je fais le ratio entre le temps que j'ai passé à produire le contenu et la consommation du contenu réel, la visibilité du contenu, est-ce que je m'y retrouve? Si je vois, je sais pas, que je fais 5 contenus vidéo qui m'ont pris des heures à produire, des dizaines de milliers d'euros à réaliser, est-ce que si je ramenais ça au coût par vue, est-ce que ce serait intéressant? Est-ce que ça a nécessité vraiment autant de ressources que ça? Et donc ça, du coup, ça nous permet aussi d'avoir des discussions avec d'autres équipes qui produisent du contenu et de leur dire, typiquement, là, ça ne sert à rien de produire, j'en sais rien, une série hyper léchée sur YouTube de 5 épisodes. Si déjà au bout du premier épisode, l'audience n'a pas accroché, je pense qu'après, on ne peut pas faire de l'acharnement thérapeutique. Donc ça, c'est aussi, je pense, une forme d'intelligence dans la production du contenu qui peut être, du coup, rendue possible par justement des démarches un peu de social listening ou d'analyse de la data, d'analyse de la performance. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment un shift à faire dans plein d'équipes social media. C'est de savoir comment est-ce que je crée mon contenu et comment je crée du contenu qui va performer, qui va marcher, parce que, in fine, personne n'a envie de passer une journée entière à faire une vidéo qui ne va pas être vue, en fait. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me Non, mais c'est sûr. Et ça permet aussi d'être plus crédible, je dirais, aussi vis-à-vis de notre management, typiquement. Ça lui permet aussi de mieux comprendre. Typiquement, quand vous parlez à des gens qui sont à un niveau ex-com, qui n'ont pas une culture du marketing digital ou de la communication, ce qu'ils vont comprendre plus facilement, c'est les chiffres, en fait. Et justement, d'avoir cette capacité de communiquer sur de la data, ça permet d'être un acteur aussi un peu plus crédible. Parce que souvent, la communication, on se dit, c'est très cosmétique, c'est des paillettes, c'est ce qui va être sympa. Mais en fait, non. Juste, nous, notre objectif, c'est de créer des choses qui vont avoir de l'impact. Et cet impact, ça se mesure. C'est pas, Tu les sens intéressés, le management, par le social listening? Sur le social listening, oui, je pense qu'ils voient l'intérêt du social listening. Je ne sais pas s'ils comprennent toute la puissance que ça peut avoir, mais en tout cas, je pense que de plus en plus, ils voient l'intérêt d'avoir des démarches de social listening dans une entreprise. Et donc, moi, peut-être j'aurais continué sur cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est une des parties qui nous a le plus challengé aussi, c'est comment tu arrives à finalement générer de l'intérêt auprès du top management avec ce type de contenu et d'analyse qui sont finalement hyper novatrices. Donc on ne s'adresse pas forcément à des personnes qui vont travailler dans le milieu du social listening. Voilà. Et quels sont pour toi peut-être les KPI que tu mets plus en avant, les choses comment tu arrives à faire quelque chose de digeste et avec une reco percutante derrière? Et est-ce que c'est demandé, est-ce qu'elle la demande, ou est-ce que c'est finalement un peu regardé, mais aujourd'hui on n'est pas encore au stade où c'est la pièce maîtresse pour pouvoir prendre une décision stratégique? Je pense que ça dépend des aspects. Aujourd'hui, comme nous, je vous disais au départ, on est encore sur une démarche assez naissante. En fait, on a cadré un petit peu notre infrastructure pour pouvoir justement écouter au plus juste en fait ce qui s'est dit sur notre marque. Il y a des choses qu'on ajuste au fur et à mesure, il y a des choses qu'on va enrichir. Par exemple, typiquement, je pense que c'est le cas pour mon ex-com ou n'importe quel ex-com, je pense, des grandes entreprises. Ils ont envie de savoir quelle est leur part de voix versus celle des concurrents, typiquement.
Ça, justement, le social listening est un outil justement pour le mesurer, en tout cas en digital. Ça nous permet de dire, ben voilà, on est plus présent que par exemple un concurrent X ou Y. Et ça permet justement d'avoir cette posture qui est tout de suite déjà un peu plus crédible parce qu'on vient avec de la data sur Presque la business, en fait. Exactement, c'est connecté intrinsèquement au business. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très tangible, très compréhensible. Je pense que tout ce qui est lié à la crise, typiquement, pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée en fait sur ces sujets-là. Hein. Je pense qu'ils voient tout de suite l'intérêt, c'est-à-dire parce qu'ils mesurent en fait l'impact des réseaux sociaux, tout simplement. C'est moins notre cas, mais je vois des crises qui se passent aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour certaines entreprises. Et tout de suite, en fait, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance extrême. Des fois, la crise vient des réseaux sociaux. Et donc, dans ce cas-là, c'est hyper rassurant, je pense aussi, pour un top management de se dire que, en fait, si ça arrive, on ne sera pas pris au dépourvu parce qu'on écoute les signaux faibles. S'il y a une crise qui survient, on est capable de mettre une écoute très solide sur un sujet. On est capable de détecter tout de suite ce qui se dit et préparer derrière les réponses. Parce que l'idée aussi, c'est pas juste d'écouter ce qui se dit sur nous, c'est dans le cas où ça le nécessite, d'être capable de répondre et de peut-être enrichir notre réponse au vu des réactions qu'on a pu voir peut-être dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est immédiatement perceptible et compréhensible pour des gens qui ne sont pas forcément très impliqués dans le marketing digital ou qui n'ont pas forcément cette culture du social listening. Pour eux, c'est une manifestation visible immédiate de l'intérêt en fait du social listening. C'est facile à recruter quelqu'un qui fait du listening? Non, pas du tout. Je pense que c'est un vrai casse-tête parce que ça demande quand même des expertises qui sont assez pointues. Ça demande d'avoir aussi une vraie curiosité en fait pour le social media. Il y a plein des data analysts, il en existe plein, mais le social listening, il y a quand même social dedans. Donc il faut qu'on ait soi-même une compréhension et une curiosité de comment ces plateformes fonctionnent, comment la conversation se crée, se déforme, peut être parfois manipulée aussi. Ça, c'est un côté qu'on peut rencontrer sur certaines plateformes comme X par exemple, où il y a beaucoup de bots et de comportements qu'on pourrait qualifier d'inauthentiques. Et du coup, tout ça, ça nécessite d'avoir une culture digitale qui est quand même assez solide et une compréhension des réseaux sociaux. Et ça, je ne trouve pas que ce soit forcément à la portée de tout le monde. Je pense que c'est une vraie expertise. Et ça va faire 12 ans que je travaille dans les réseaux sociaux et je ne suis pas tombé souvent sur des gens qui sont vraiment doués pour ça. Donc je trouve que ce n'est pas si simple que ça d'en trouver. Et ça demande aussi d'avoir un mindset plateforme qui est assez, je trouve... voilà, il faut aimer manipuler des plateformes, il faut comprendre comment elles sont structurées, faire du mapping par exemple de conversation. Ça nécessite d'utiliser certains logiciels en open source qui sont particuliers. Enfin, ça demande une vraie culture, une vraie compréhension. Par contre, les gens qui le font sont généralement très passionnés. Après, on peut avoir aussi la difficulté que souvent, ça va être des gens qui vont vouloir utiliser ça comme un tremplin vers d'autres sujets. Et on a besoin aussi que ces gens restent sur ces sujets-là qui doivent être valorisés. Je pense que la vraie difficulté, ça va être comment est-ce qu'on valorise ce métier au sein d'une entreprise ou au sein d'une agence, par exemple, ou d'un cabinet de conseil, et d'être capable de fidéliser aussi ces candidats-là qui peuvent être tentés par d'autres métiers, en fait, qui ont l'impression d'être mieux considérés, je pense. Là, je te rejoins complètement. On en parlait même en off au café en préparant l'épisode, mais tu as vraiment ce sujet de, comme tu l'as dit, c'est une discipline qui est complexe, in fine, parce que faut utiliser GPhi, c'est pas simple, faut faire des algorithmes parfois assez poussés en sentiment analysis, etc., etc. Et a fortiori, c'est souvent des profils juniors qui s'en servent comme tremplin, comme tu l'as dit. Et je rajoute une troisième contrainte, t'as pas de formation dédiée de renom, hyper référencée en mode, si tu sors de cette école de commerce ou de ce parcours universitaire, à part quelques exceptions, tu es là. Donc, je pense que tu as tout dit. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on va permettre à l'analyste, au veilleur,
d'avoir une place de plus en plus importante. Et là, je pense que ça peut passer, et je suis curieux d'avoir ton avis, mais déjà par de la considération toute simple. Le faire venir lorsqu'il y a des crises, il faut qu'il soit dans la salle. Le Absolument. faire rencontrer les personnes à qui on livre les analyses, etc. À mon avis, c'est hyper important, à fortiori dans des grands groupes. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Absolument. Et un truc peut-être qu'on n'a pas mentionné, c'est que c'est des gens qui, du coup, par la force des choses, doivent avoir une compréhension de l'entreprise pour laquelle ils font l'analyse qui est très poussée, en fait. Et ça, en fait, c'est une autre casquette à avoir, je trouve, qui est encore plus complexe. C'est-à-dire que non seulement on doit être capable d'avoir, je dirais, des bons réflexes sur la data, de connaître bien les plateformes qui permettent de faire du social listening, mais aussi de comprendre l'entreprise, de comprendre en fait les sujets de l'entreprise qui souvent peuvent être pointus. Et quand on est sur des sujets de crise, ça va être aussi des sujets qui peuvent être sensibles, où il faut avoir une grille de lecture qui est beaucoup plus fine que je pense qu'on demanderait au kidam dans l'entreprise. Donc c'est ça aussi la complexité. Et souvent, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on ne reconnaît pas assez, c'est aussi la compréhension. C'est comme les community managers, mine de rien, ce sont les personnes qui sont le plus en prise avec notre audience. Donc c'est peut-être ceux qui connaissent presque le mieux parfois l'entreprise ou le ressenti de nos clients. Et ça, souvent, c'est pas, je dirais, récompensé à sa juste valeur. Et le même cas un peu avec justement une personne qui travaille à la SNCF qui nous disait en fait, moi je veux avoir un analyste en présentiel dans une pièce avec tout le monde parce que en fait l'analyste c'est celui qui sait en fait. C'est celui qui voit, qui toute la journée regarde et sait, comme tu disais, quel compte en fait publie tout le temps et n'est pas vraiment intéressant, quels sont les comptes qui finalement traduisent une vraie préoccupation de la part des utilisateurs. Et sur ça, je trouve ça intéressant qu'en tout cas, ça se recroise, notamment pour des problématiques pour Dassault Systèmes, qui est effectivement, finalement, en B2B, quelque chose d'assez complexe pour le grand public ou qui est assez niché, quoi. Sophistiqué, on aime Sophistiqué. dire. Sophistiqué. C'est joliment dit. Et on avait visité le lab, justement. Il y a déjà eu des créations qui ont été faites sur la base de certaines des analyses social listening un peu Au lab, ou... non, pas nécessairement. Mais par contre, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va être amené à faire de plus en plus. C'est-à-dire que si par exemple on identifie que tel sujet est un sujet de préoccupation ou un sujet d'intérêt pour nos audiences, mais qu'on n'a pas ce contenu qui existe, parce que ça, souvent, ça arrive. Il y a plein de créateurs de contenu chez Dassault Systèmes. Ils créent pour plein de raisons différentes du contenu, avec des personas qui sont très différents. Et des fois, ils n'ont pas le recul suffisant par rapport à l'audience, par exemple, des comptes Dassault Systèmes pour dire ça, c'est le sujet sur lequel il faut produire du contenu. Nous, typiquement, ça nous permet de dire nous, on a repéré qu'il y avait un réel intérêt et que potentiellement, ça va générer, ça c'est très hypothétique, mais tant d'engagement, ça pourrait être porteur. Est-ce que du coup, ça te dirait de créer du contenu pour nous? Ça, c'est le genre de conversation qu'on aimerait de plus en plus avoir en interne, avec le lab par exemple, avec d'autres entités. Et ça nous permet aussi de leur expliquer qu'ils ne vont pas produire du contenu en vain, ils vont produire un contenu qui va être consommé, engagé avec. Et du coup, ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'étape d'après en fait, pour pouvoir avoir une conversation encore plus crédible. Et des fois, ça nous permet aussi même de nous familiariser avec les sujets. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets qui peuvent être complexes. Je n'ai pas une formation d'ingénieur de base, et mes équipes en social media non plus. Donc, du coup, nous, on a besoin de se familiariser, de s'acculturer avec les sujets. Et du coup, ça nous permet aussi de mieux les appréhender et d'avoir une vraie conversation avec un expert. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas particulièrement expert en simulation électromagnétique, typiquement. Mais par contre, si je viens avec un peu un argumentaire que j'ai pu avoir sur la base de données qui sont un peu factuelles et sur ce que j'ai pu voir par ailleurs, je serai tout de suite plus crédible vis-à-vis de ce stakeholders en interne. Donc ça aussi, c'est intéressant, je pense, pour nous. Et de plus en plus, on va le faire. Ok, c'est intéressant. Tu penses quoi des formats longs en B2B? Est-ce que tout ce qui va être, je sais pas, documentaire, podcast un peu, c'est quoi ton avis là-dessus, toi qui produit du contenu sur toutes les plateformes? Ouais, alors c'est marrant parce que à un moment donné, on avait beaucoup de gens qui nous disaient oui, alors les réseaux sociaux, il faut que ça dure pas plus de 30 secondes, sinon les gens ils vont pas s'intéresser, etc.
Honnêtement, c'est pas du tout ce qu'on observe typiquement sur LinkedIn, par exemple. On a des vidéos qui durent 4 minutes, elles fonctionnent mieux que des vidéos qui durent 20 secondes, par exemple. Ça dépend vraiment, je pense, de la manière dont le storytelling est amené dans une vidéo. Et je pense que du coup, la longueur en elle-même du format n'est pas nécessairement toujours le facteur premier à considérer. Après, je pense que tout est à nuancer. Si vous faites de la pub et que vous parlez à des audiences qui ne vous connaissent pas forcément, et que c'est vraiment purement des dark posts qui ne sont pas juste boostés avec le compte en organique, non, là, effectivement, il vaut mieux faire du format court. Il y a des plateformes où c'est plus simple de devenir viral si le format reste court. Il y a des comportements qui peuvent être encouragés par des plateformes. Nous, typiquement, sur TikTok, les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est les vidéos qui sont entre 7 secondes et 12 secondes. Alors que ces derniers temps, TikTok encourageait les vidéos longues, il faisait un petit programme d'incentive pour faire des vidéos qui duraient plus d'une minute. Voilà. Mais dans les faits, en performance, c'est pas ce qu'on voit. Je pense que tout dépend quel est l'objectif in fine de ton format. Si tu as une audience très précise en tête et que tu sais qu'elle a l'habitude de voir des formats longs et qu'elle a du temps à consacrer, et ça dépend aussi des plateformes, dans ce cas-là, tu peux faire un format long. YouTube, je pense que les gens qui regardent YouTube, typiquement, c'est des gens qui ont l'habitude de regarder des vidéos pendant une longue durée, avec du son, typiquement. Enfin, c'est pas le cas de nécessairement toutes les plateformes. Donc je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête avant de se dire est-ce que le format doit être court, il doit être long, c'est qu'est-ce que les gens que tu veux atteindre ont l'habitude de consommer comme format. Et si ce qu'ils aiment, c'est avoir un contenu qui est très fouillé, tu peux pas le faire dans un format snacké qui dure quelques secondes. Donc dans ce cas-là, il faut pas avoir une religion, je dirais, sur la durée du format. J'ai vu des formats très longs sur YouTube qu'on a même sponsorisés, qui durent 20 minutes, 30 minutes, et le taux de rétention sur la vidéo, il est très élevé, c'est 12 minutes. Enfin, je trouve que ça en dit long, en fait, justement, sur le fait que si c'est intéressant, et si le sujet est bien amené, peu importe la durée, ça marchera, je pense. Après, ça demande quand même un vrai travail de storytelling. Je pense que les premières secondes sont très importantes. Ça joue un petit peu. Les fameuses 3 secondes. Oui, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que ça dépend encore une fois de la plateforme et du média sur lequel tu consommes ta vidéo. Moi, par exemple, YouTube, je le consomme quasiment exclusivement que sur ma télé. Donc, typiquement, je suis dans une configuration où j'ai du temps de cerveau disponible pour regarder YouTube. Alors, je vais regarder les miniatures qui me parlent le plus. Si un créateur de contenu, je le connais, forcément, je vais avoir une proportion un peu plus importante à la regarder. Mais je dirais que c'est pas la même chose que si c'est dans un feed qui est avec plein d'autres publications, où il y a de l'autoplay, où tu as un scrolling qui est un comportement très primaire que tu vas faire en permanence. Donc là, du coup, la manière de faire le storytelling va changer. Je pense que c'est aussi ça qui va faire le facteur de succès d'une vidéo. Nous, typiquement, alors je ne parle pas de YouTube parce que ce n'est pas forcément le réseau sur lequel on crée le plus de contenu, mais sur LinkedIn, typiquement, on a tenté plusieurs manières de commencer les vidéos. Donc on commence par des visuels maintenant où on voit nos solutions en action. Avant, on se disait on veut voir la personne et on veut voir une personne qui sera à l'écran, qui va commencer à parler. Et on s'est rendu compte que nous, ce que nos utilisateurs aiment, c'est voir le logiciel. En fait, ils aiment voir ça leur permet de mieux se projeter sur la vidéo. Et donc, on a changé le début de nos vidéos en commençant par des b-rolls qui sont tout le temps, des plans d'illustration qui sont tout le temps liés à la plateforme ou à nos solutions. Et après, on met le visage de la personne qui va parler. Et en fait, rien que ça nous a permis de changer le taux de rétention de manière assez significative sur nos vidéos. Alors, si vous avez une star et que vous avez un visage qui est très reconnaissable, là, il vaut mieux capitaliser, à mon avis, sur le visage de la personne. Mais nous, typiquement, on n'a pas trop de... on n'a pas des acteurs d'Hollywood qui vont venir dans nos vidéos. Peut-être bientôt Zidane. Ça. Donc, du coup, habituellement, on commence plutôt par des images très impactantes qui vont tout de suite donner en fait, le rythme à la vidéo ou planter le décor. En fait, ça, c'est le plus important. Après, il y a les accroches. Souvent, ça, je pense que vous voyez, en plus, en ce moment, il y a plein de... Je ne sais pas si vous avez ça dans votre feed, mais vous avez tout le temps des trucs, vous demandez à ChatGPT de vous dire quelles vont être les meilleures accroches pour démarrer une vidéo, mais ça peut paraître un peu téléguidé et un peu bête, mais ça marche en fait. Réellement, quand on commence une vidéo
où on va tout de suite expliquer à la personne quel va être le bénéfice qu'elle va retirer en fait de cette vidéo, la personne elle reste en fait. Il y a une accroche qui est forte, elle se dit mais c'est une question, ça va m'apporter la réponse, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Et alors bien entendu après il y a des petites techniques pour amener la réponse un peu plus loin et faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible pour voir la réponse à la question. Mais ça je pense que ça joue beaucoup sur la consommation du contenu. Donc, moi j'aime bien les formats longs. Tout à fait Toi, tu consommes beaucoup de YouTube, par exemple, tu passes Ouais, je passe. à titre perso. Je pense que je dois passer par semaine, aller peut-être 3 heures sur YouTube. Et il y a, enfin, sans te demander moi aussi, hein, enfin, avec Adrien aussi, on regarde énormément. Moi, c'est peut-être l'une des plateformes que j'utilise le plus. C'est quoi pour toi les codes des YouTubeurs, on va dire mainstream, ou des YouTubeurs que tu regardes, des chaînes YouTube que tu regardes, qui sont pas encore adoptées, on va dire massivement sur des stratégies un peu B2B, où tu te dis, bah, pourtant, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Est-ce que tu vois des choses qui pourraient demain être adaptées, qui se font pas trop aujourd'hui? Je pense que ça dépend comment on voit sa chaîne YouTube. Je pense que pour moi, une chaîne YouTube efficace, c'est une chaîne qui est presque un média en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous en B2B, mais vraiment c'est assez catastrophique, la consommation des contenus sur les chaînes YouTube en B2B. Même des marques immenses en B2B ont relativement peu d'abonnés et n'ont pas des forts taux de visionnage sur leurs vidéos. Mais parce que ça ne répond pas à une question que les gens vont rechercher. YouTube, c'est un outil de search qui est incroyable. Je pense qu'à un moment donné, c'était le deuxième moteur de recherche après Google. Et ça appartient à Google, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, souvent, les vidéos les vidéos qui vont fonctionner, c'est des vidéos qui ont des titres qui sont pensés en fait pour le référencement, pour l'optimisation. Et c'est des vidéos où on se dit, tiens, ça m'intéresse, ça m'interpelle parce que je me posais la question, ou tiens, c'est marrant, je me demande de quoi ça va parler. Et ça, typiquement, je pense pas que ce soit aujourd'hui le mode de fonctionnement de la plupart des marques quand elles créent du contenu pour YouTube. Elles se posent pas la question. Elles vont créer une vidéo parce qu'elles ont un enjeu de communication. Et après, du coup, elles vont savoir comment optimiser le titre, le descriptif, tout ce genre de choses. Et même dans la création du contenu en lui-même, la plupart du temps, on va vouloir avoir tendance à faire des choses très léchées, très produites, avec des gros moyens de production. Mais quand on regarde les youtubeurs qui font réellement beaucoup de vues, alors il y a un bon niveau de production, je ne dis pas que c'est mal produit, mais il y a des choses qui font que ça a l'air authentique, ça a l'air un peu plus accessible en fait. C'est pas de la pub, c'est pas commercial. La manière de monter est très différente. Ils font des cuts en permanence. Nous, on se dirait, on va mettre des b-rolls quand on fait des cuts. Eux, ils en ont rien à faire. Ils font des cuts. On voit que la personne, elle a dit un truc, elle a été cutée. Et ça, ils font des zooms, des dézooms. Et ça permet tout de suite de dynamiser en fait cette vidéo. Et pour moi, ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas dans les codes des entreprises parce qu'elles ont un contrôle de l'image qui est important. Il y a des entreprises, moi j'ai des collègues qui sont dans des entreprises où c'est très, très, très codifié. Il y a une manière, il y a des angles à avoir, etc. Ce serait absolument pas compatible avec la manière en fait, dont les youtubeurs aujourd'hui créent en fait, du contenu. Et je pense que ça veut dire être capable aussi à accepter peut-être qu'on rende la marque un peu moins belle. Peut-être que c'est un petit peu ça aussi qu'il faut comme compromis à faire. Pas vouloir faire des trucs hyper léchés, hyper publicitaires, hyper promotionnels, des trucs désintéressés aussi. Ça, je pense que c'est quelque chose que les marques ont du mal à faire. Après aussi, je peux comprendre, il y a un ROI qui doit être justifié. Mais pour moi, il faut créer du contenu, des fois, qui a vocation juste à être gratuit, pas promouvoir un produit. Après, ça peut être juste montrer l'intérêt qu'on a vis-à-vis de l'audience. Et justement, c'est pour ça que les youtubeurs, ils arrivent à créer ce lien avec leur audience. Après, ils ont des visages qui sont tout le temps sur les vidéos. Quand on est une marque, c'est pas nécessairement le cas. Il faudra avoir tout le temps un peu la même personne. Ça aussi, je pense que ça n'aide pas pour YouTube. Je pense que moi, je suis des gens, en fait, sur YouTube. Je ne suis pas nécessairement un groupe ou une entreprise. Je reconnais des visages et ça va m'intéresser parce que je vais les identifier tout de suite quand ils remontent dans le feed. Quand ils remontent dans mes petites vignettes, je les vois, je me dis « Ah !» Et après, effectivement, tout ce qui est vignettes, ça, je pense que c'est vraiment un sujet à part entière. Ouais. C'est un métier. Hein, pour ça. Le côté clickbait n'est pas toujours, je pense, accessible aux entreprises. Je pense que faire
des gros contours blancs autour de personnes, des mimiques pas possibles pour attirer l'attention, mais des trucs qui, concrètement, un peu, enfin, excusez-moi l'expression, mais what the fuck, on se dit, mais c'est marrant, mais enfin, ça, c'est ce qui va m'interpeller, en fait. C'est ce qui va faire que je vais cliquer sur une vidéo et commencer à la regarder, en fait. Et ça, je pense que les entreprises n'ont pas nécessairement bien amorcé le virage. Et en vrai, je connais pas tant d'entreprises qui ont une bonne chaîne YouTube, pour être 100% Non, c'est honnête. sûr. Je connais plus des médias, ça, je trouve qu'il y a des très bons médias qui font du thought leadership, qui font des choses très bien, mais des entreprises, c'est différent. Ou alors c'est dans l'entertainment. Sur des médias, tu as même des médias traditionnels qui font des collabs avec. Moi, je pense à Le Monde qui avait fait une collab avec The Great Review, qui est Oui. un YouTuber gaming. Et je me suis posé la question, est-ce que ça peut pas être, selon toi aussi, une nouvelle tendance, tu sais, la tendance des YouTubers gaming qui storytellent à fond, Oui, ou des YouTubers sport qui vont storyteller à fond. Est-ce que ça, c'est pas l'avenir aussi de contenu B2B ouais, absolument. Moi, peut-être. je suis persuadé que des fois, il y a certains réseaux, par exemple Twitch typiquement ou YouTube, c'est beaucoup plus efficace de passer par des créateurs de contenu et de diffuser via ces créateurs de contenu que de s'évertuer à alimenter une chaîne qui va faire 1000 vues dans le meilleur des cas sur une vidéo ou qui va être sponsorisée. Mais enfin, ça se voit à des kilomètres quand c'est sponsorisé. Il y a 1 million de vues, il y a 20 likes, quoi. Donc, je pense que ça, c'est une clé d'entrée. Nous, on a fait quelques collabs avec des créateurs de contenu. On a fait avec Nota Bene, par exemple. On avait fait Y penser, qui sont des gens qui vont rentrer dans le fond d'un sujet, le vulgariser, puisque c'est ça aussi l'idée pour nous, avec ces créateurs de contenu, c'est d'aller toucher une audience plus large que juste notre cœur ingé, qu'on a tendance déjà à adresser très bien. Donc, on veut aller chercher des nouveaux territoires d'expression, et donc on va aller vers ces personnes-là, ils vont vulgariser l'information. Si je prends par exemple Nota Bene, lui, il a travaillé avec notre 3D Experience Lab, qui est donc un laboratoire d'innovation chez Dassault Systèmes, sur un espèce de documentaire sur la vie et l'œuvre de Leonardo da Vinci et ses inventions, en fait. Parce que nous, au lab, on a essayé de reconstruire en 3D, avec notre communauté, des machines de Leonardo da Vinci. Donc avec les moyens actuels, voir est-ce que l'ancêtre de l'hélicoptère pouvait vraiment voler, ou telle machine, est-ce qu'elle pouvait réellement fonctionner en utilisant la 3D. En vrai, si Leonardo da Vinci avait eu accès à la 3D Experience Platform, on aurait des choses incroyables aujourd'hui. Mais, et ça, du coup, un créateur de contenu comme Nota Bene fait ce travail de vulgarisation, de pédagogie, et apporte aussi un élément de crédibilité, je dirais, supplémentaire. C'est pas juste nous qui parlons, qui nous écoutons, c'est une autre personne qui parle de ce qu'on fait, bien entendu, en ayant les codes de sa propre chaîne. Et je trouve ça beaucoup plus puissant que émettre depuis son propre canal de communication. Je ne peux pas les opposer, mais je dirais que c'est très complémentaire et qu'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Tu disais justement que c'était dur en fait de poser un visage sur les entreprises, et c'était l'une des raisons pour laquelle les performances, les engagements n'étaient pas forcément dingues. Aujourd'hui, est-ce que tu t'occupes et ton équipe justement de cette partie un peu plus leader advocacy ou employé advocacy, mais sur la partie leader advocacy, comment ça se passe? Quelles sont pour vous un peu les stratégies autour de ça? Quel est ton angle un peu sur ce sujet? Alors, on a effectivement tout un programme qui est dédié à nos employés et aussi à nos execs pour les accompagner sur les réseaux sociaux et pour leur mettre à disposition du contenu. Donc ça, c'est pas géré exclusivement par mon équipe, loin de là. C'est même plutôt la communication interne qui est un peu le lead sur le sujet. Et nous, on intervient sur le contenu qu'on met à disposition et l'infrastructure technique, donc la plateforme qu'on va mettre à disposition de nos employés pour partager du contenu. C'est effectivement un facteur important. Je pense que de rendre la communication plus humaine parce qu'elle est incarnée par nos employés, ça fait partie de nos priorités. Nous, on a vraiment 3 piliers de notre expérience de marque sur les réseaux sociaux qui sont être humain, être distinctif et être personnalisé. Et le pilier humain est très important. Et pour nous, ça veut dire passer par nos employés. Quand on crée du contenu, des fois, on met nos employés en avant. On fait beaucoup de contenu un peu edutainment, où on va mettre un expert, par exemple un expert en simulation, je sais pas, structurelle ou simulation de fluide, et on va jouer un peu la carte de la personne complètement ignorante et lui poser des questions que toi, à titre personnel, tu te poserais. Dire, mais en fait,
Concrètement, à quoi ça sert de modéliser l'aérodynamique d'un avion, par exemple. Et lui, il va t'expliquer de manière assez simple, en fait, ce que c'est. Et donc là, on a pris le parti de mettre l'expert de DS, de Dassault Systèmes, à l'écran, en fait, tout simplement. Parce qu'on pense que ça a plus de puissance quand c'est incarné. Donc on choisit toujours aussi les histoires qu'on va raconter en ayant un prisme centré sur l'humain. Des fois, on parle de sujets d'innovation. L'innovation qu'on choisit, elle ne doit pas être de l'innovation pour l'innovation, c'est l'innovation qui sert à un besoin humain. Ça peut être, j'en sais rien, l'impression 3D pour des prothèses, par exemple. Parce que là, tu vois tout de suite le bénéfice en fait, humain que tu vas avoir derrière ça. Et donc, du coup, dans cette même veine, on s'est rendu compte que les gens ont plus tendance à avoir confiance quand ils voient un humain qui parle à un humain qu'une marque qui parle à un humain. Parce qu'il peut y avoir une sorte de défiance, ou même dans un feed, tu vas avoir tendance à engager plus facilement avec une personne que tu connais qu'avec une personne que tu connais pas ou une marque, en fait. Parce qu'une communication de marque, tout de suite, ça crée une espèce de distance. Après, il y a des gens qui sont passionnés par des marques et qui likent des publications de marques, mais spontanément, dans ton feed, tu vas avoir plus souvent des publications de gens que des publications, je dirais, portées par des company pages, par exemple, sur LinkedIn. Et donc ça, du coup, c'est un constat qui nous a amené à nous dire comment est-ce que je fais en sorte que j'ai plus de communication qui parle de Dassault Systèmes portée par des hommes que par la company page. La company page, elle est importante, elle va être un émetteur de communication, on va engager avec les gens, mais en parallèle, j'ai besoin d'une caisse de résonance. Et là, j'ai besoin de m'appuyer sur des gens pour augmenter la crédibilité, en fait. Et on s'est rendu compte que maintenant, on grossit, on a 26 000 employés, et que ces 26 000 employés permettent d'adresser un réseau de millions de personnes, en fait. Et on s'est dit, aujourd'hui, on utilise insuffisamment ce réseau-là, et on pense que ça peut leur bénéficier d'avoir accès à des publications qu'ils vont pouvoir partager facilement. Parce que c'est pas juste pour nous, ça leur permet déjà d'avoir une meilleure compréhension de l'entreprise, parce qu'ils voient en fait plus facilement dans un environnement qui est unifié toutes les actualités de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils peuvent partager sur tel ou tel sujet. Ça leur permet aussi de travailler leur personal branding. Nous, on veut que nos employés puissent avoir une présence LinkedIn qui soit la plus efficace possible. Et c'est une sorte d'enrichissement personnel aussi en tant qu'employé, de se dire moi maintenant mon profil il est clean, il est bien, il est alimenté correctement, et potentiellement même si je m'en donne les moyens, je peux devenir une personne qui a un point de vue ou une opinion sur un sujet en particulier. Et donc on travaille avec un réseau de personnes chez Dassault Systèmes pour les positionner en thought leaders en fait sur certaines thématiques, typiquement. Notre excom, par exemple, aussi, on a des personnes qui sont accompagnées pour pouvoir justement diffuser du contenu de manière un peu plus, je dirais, professionnelle ou de manière beaucoup plus efficace. Donc on a certains execs dans notre excom qui ont une vraie présence LinkedIn avec un calendrier éditorial, mais néanmoins, ce qu'on essaie de leur dire, c'est que oui, on peut les accompagner sur la dimension éditoriale, mais derrière, ça doit rester vous, derrière le compte. C'est-à-dire que si des gens vous posent des questions, la seule personne qui pourra réellement répondre, c'est vous, en fait. Donc on essaie de les sensibiliser là-dessus. On a la chance d'avoir des gens qui ont une forte présence LinkedIn et qui adorent, en fait, échanger sur LinkedIn. D'autres sont un peu moins friands de ça et peut-être perçoivent moins le bénéfice au quotidien. En tout cas, on les accompagne dans cette démarche-là. On a des formations, on a des cycles de conférences, par exemple, qui sont dédiés sur le sujet. On a une espèce de plateforme où il y a une gamification aussi pour inciter les gens à partager, à adhérer au projet. Et on a de plus en plus de gens qui spontanément nous disent comment on peut rejoindre le programme, ça m'intéresse, parce qu'ils ont envie d'être actifs sur LinkedIn. Ok. Principalement sur LinkedIn, en fait. Ça reste beaucoup sur LinkedIn. Après, il y a quelques personnes qui ont des comptes X, par exemple. Mais pour nous, c'est quand même sensiblement LinkedIn. Après, on reste une entreprise B2B, donc c'est un petit peu le terrain d'expression. Mais il y avait une autre question, mais peut-être vous voulez rester un peu en leader advocacy. Comme tu veux. Moi, j'avais une question qui m'intéressait, qu'on n'a pas encore traitée. C'est, tu sais, ce dont on discutait en off sur le rapport entre données réseaux sociaux et
et presse, en gros. Mhm. Donc, ce sujet-là, j'ai l'impression que c'est assez brûlant dans plein d'entreprises. C'est comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en position de remonter de l'information, des données. Est-ce que déjà, selon toi, on doit mélanger absolument, c'est-à-dire on doit faire remonter aux décideurs internes un document unifié qui présente des informations presse et des informations réseaux sociaux. Mhm. Et si c'est le cas ou si c'est pas le cas, comment est-ce que concrètement on fait ça? Parce qu'on peut-être, enfin, j'ai envie d'avoir ton avis, mais peut-être qu'il y a des limites à ce modèle-là. Absolument. Je pense que dans l'idéal, on a envie d'avoir tout dans un même environnement. Ça, je pense que ne serait-ce que par trop quitter l'esprit, j'ai pas envie de switcher entre 1000 plateformes. Après, la presse reste un élément particulier parce qu'il y a des questions de droit sur chaque article. Donc on n'a pas le même niveau d'information que via du social listening qu'on va pouvoir capter via des API ou en gravant de la donnée. Donc l'information, l'accès à cette information va être beaucoup plus cadré par certaines sociétés. Il n'y en a pas tant que ça, qui aujourd'hui font de la pige, en fait, tout simplement d'articles. Je pense que dans la dimension réputationnelle, souvent quand même, quand il y a des moments où il y a beaucoup de conversations, ça va être cristallisé autour d'un article de presse ou d'un élément qui aura été relayé dans la presse. Et donc effectivement, là, on a besoin de pouvoir réconcilier les deux et de se dire, effectivement, le pic de conversation que je vais avoir, il provient de tel article. J'ai besoin d'avoir accès à cet article parce que sur les réseaux sociaux, il ne sera pas publié. Donc, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui a été dit à l'intérieur de cet article pour mieux comprendre aussi comment les conversations ont évolué ou quel angle particulier remonte dans une conversation. Souvent, des fois, il y a un bout de l'article qui peut être décontextualisé. Et donc ça, on a besoin très vite de comprendre tout ça. Donc c'est vrai que quand on est un analyste, c'est pénible de devoir se passer de la plateforme de social listening à la plateforme où on a les piges. On aimerait bien pouvoir tout associer dans le même environnement. Après, via le social listening, ça nous permet un peu de faire du reverse engineering et de savoir en fait il y a un tel article qui est sorti. Des fois, c'est même comme ça qu'on a l'information. On se rend compte que là, il y a eu un article qui est sorti, ça a été repris et relayé sur tel réseau. Et finalement, la pige va nous arriver peut-être 2-3 heures après. Donc ça aussi, c'est un moyen aussi de voir. Donc je pense que les deux sont hyper importants à mettre en parallèle. Et souvent, en fait, les conversations qu'on va retrouver peuvent être enrichies. Des fois, il y a des conversations qui naissent sur les réseaux sociaux qui vont être amplifiées en fait par un article de presse. Il y a un exemple assez marrant que j'ai vu la remonter sur X. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est anecdotique, mais ça m'a fait rire. C'est un mec qui était dans un Airbnb. Et en fait, il avait sorti un shampoing et il avait mis dans le tiroir sous l'évier, en fait. Et sous le tiroir sous l'évier, ça a coulé. Et du coup, la propriétaire a envoyé une facture au mec en lui disant il va falloir payer le remplacement du meuble, tout ça. Et la facture était complètement hallucinante. Enfin, c'était complètement disproportionné. La personne est allée en fait faire un thread sur X en expliquant voilà le déroulé de l'histoire. Et en fait, plein de personnes ont vu ce post et cette personne a commencé à être vue par des millions de personnes. C'est-à-dire que cette histoire a pris des proportions hallucinantes. Et 2 ou 3 jours après que ça devienne viral, il a été approché par plein de journalistes qui lui ont dit nous, ça nous intéresse, on fait un article, un papier sur les dérives qu'on observe sur les Airbnb avec des propriétaires qui sont un petit peu véreux et tout ça. Et de manière assez marrante, du jour au lendemain, le mec était un inconnu total. Il a fini sur Le Figaro, Ouest France, machin. Et en fait, la conversation, in fine, venait des réseaux sociaux. Et les articles sont venus après. Donc, souvent, on se dit, il y a un article qui est sorti et c'est les gens qui vont en parler sur les réseaux sociaux. Et des fois, c'est l'inverse, en fait. Et pour moi, c'est deux espaces qui vivent conjointement, en fait. Ils ne sont pas ostracisés, c'est pas hermétique. Il y a des liens entre les deux. Il n'y a jamais eu t'as jamais senti parfois une je sais pas si c'est le mot exact, mais une hiérarchie dans certains décideurs qui s'intéressent que peut-être aux réseaux sociaux, mais parfois que à la presse. Oui. Ça, tu l'as senti ça des fois? Je pense que oui, c'est assez classique. Je pense que la presse, ça parle plus effectivement à une certaine tranche de génération. Et je pense que
souvent à des niveaux excom. Là, actuellement, dans les générations qu'on a, on a des gens qui sont plus sensibles à la presse. C'est des choses qu'ils ont vues. Et souvent, quand ils entendent parler de crises qui ont des forts retentissements, on leur montre des articles de presse. On leur montre pas un tweet, tu vois, typiquement. Sauf que de plus en plus, je pense qu'ils sont sensibilisés par peut-être des cabinets de gestion de crise ou par des choses qui arrivent chez leurs petits copains. Et ils se rendent compte que parfois, ça peut être l'inverse. Il y a pas longtemps, il y a le cabinet Eli Lilly quand en fait il y a eu quand Elon Musk en fait a repris l'ownership en fait de Twitter, il a mis en place le programme Blue pour avoir la certification. Et en fait, du jour au lendemain, il y a un compte qui s'est appelé Eli Lilly, donc c'est un laboratoire pharmaceutique, et qui a dit l'insuline va devenir gratuite. Et en fait, tout le monde, comme il y avait le coche bleu, parce qu'il était juste abonné mensuellement à Twitter, tout le monde a cru que c'était vraiment le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly qui annonçait que l'insuline allait être gratuite. Sauf que ce laboratoire produit de l'insuline et que ça lui rapporte des milliards de bénéfices. Et en fait, le cours de la bourse a fondu de 16 milliards en fait, de dollars en l'espace de quelques heures. En fait. Et en fait, là, je pense qu'effectivement, tout de suite, on matérialise la puissance des réseaux sociaux quand on voit ce genre de choses. Et je pense que ça, forcément, ce n'était pas quelque chose d'acquis il y a peut-être 5-8 ans. Maintenant, je pense que les membres d'un COMEX ont beaucoup plus conscience que parfois les réseaux sociaux peuvent être à l'origine en fait, d'une crise ou peuvent être une grosse caisse de résonance sur une crise. Comment est-ce que tu priorises tout ça? Parce que tu as un scope de compétences et de responsabilités qui est assez énorme. Comment est-ce que tu fais rentrer tout ça dans une journée? C'est pas facile, on aimerait que les journées durent plus longtemps parfois. Déjà, on a la chance aussi d'avoir une super équipe. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Je pense que plus il y a de missions qui arrivent et plus le scope finalement d'une équipe social media se diversifie, plus il faut être capable, je pense, de savoir déléguer, savoir avoir confiance, je dirais, envers les gens avec qui on s'entoure. Je pense que ça, c'est la première chose qui est nécessaire, sinon on ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Après, je pense qu'il faut prioriser effectivement certains sujets. Il y a des sujets qui peuvent être plus complexes que d'autres. Il y a des sujets, par exemple, typiquement sur la crise, ça prend le pas sur tout le reste. C'est-à-dire que si demain j'ai une crise qui se matérialise et que je dois être capable de restituer, j'en sais rien, toutes les 2 heures, 3 heures, un update sur où est-ce qu'on en est des conversations, bien évidemment que la production de contenu, on va la mettre un peu en stand-by, ou elle ira moins vite que d'habitude. Parce qu'on a besoin de se concentrer sur quelque chose qui va potentiellement avoir un impact négatif sur notre réputation que sur le day-to-day en fait, de notre activité. Nous, si demain, on ne publie pas une journée, c'est un peu triste à dire, mais je ne pense pas que la Terre va s'arrêter de tourner, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire comme arbitrage, c'est qu'est-ce qui réellement va avoir un impact majeur en fait, sur mon activité. Qu'est-ce qui peut être poussé un petit peu dans le temps. Et après, par contre, effectivement, l'idée, c'est aussi de rendre autonome le plus de gens possible. Et souvent, en fait, quand on est dans un grand groupe, il y a 2 manières de voir les choses. Tu te dis, soit je veux que la compétence, elle soit centralisée dans une équipe, et c'est cette équipe qui va gérer tout. En fait, il y a plein de boîtes où, par exemple, ils veulent valider la moindre créa, etc., de tous les pays. Ça, je pense que c'est quelque chose d'un peu illusoire et qui n'est pas efficace, en fait. Et après, tu peux te dire, je forme les gens pour qu'ils aient le maximum de compétences et que derrière, ils aient les bons réflexes. Et du coup, ça prend du temps de former les gens. Je pense que ça, c'est un point, moi, personnellement, où j'ai mis un peu de temps à comprendre la valeur que ça avait. Avant, je voulais tout faire, je voulais que tout soit fait par mon équipe. Et après, je me suis dit, mais en fait, si j'apprends en fait, à la personne à faire ça, peut-être qu'elle n'arrivera pas aussi bien parce qu'elle n'est pas spécialisée sur le sujet, mais peut-être que c'est pas grave, en fait, parce que peut-être que par rapport à l'impact que ça aura, ce ne sera pas dramatique, en fait. Donc, maintenant, on essaye de plus en plus de faire monter les autres en compétences, notamment dans nos différents pays, dans d'autres équipes, et on essaye de partager en fait ce savoir avec d'autres équipes pour qu'on puisse être en sorte que je ne sois pas tout seul concrètement à posséder le savoir et être un peu le bottleneck en fait tout simplement sur un process. Donc ça aussi, je pense que c'est un point qui
qui demandent de s'être trompés un peu auparavant pour comprendre que des fois, on a plus intérêt à faire grandir des fois les autres dans d'autres équipes que simplement vouloir tout le temps tout gérer nous-mêmes. C'est une belle. Dans les grands groupes comme ça, il y a souvent cette question de créer une communauté de sachants Exactement. pour être sûr d'avoir les bonnes dynamiques et les bonnes pratiques, quoi. Rempli. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci de nous avoir casé dans ton agenda qu'on s'est rempli. C'est intéressant. Donc, Non, franchement, merci à toi. C'était passionnant. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, à vous abonner ou à liker. Et à très vite. Ouais, à très vite. Ciao. Salut.